Changement de décor, vous le savez, à chaque DVD, un autre décor, un autre aspect de la SNCF. Regardez, là je suis dans un décor que l'on ne renierait pas sous Napoléon III. Et oui, je suis dans l'arrière-cour de la gare Saint-Lazare à Paris, c'est-à-dire nous sommes dans les années 1860. Et vous voyez que, hormis l'ascenseur, cet escalier trahit bien son origine. Et regardez bien, toujours dans ce même décor, nous allons passer du 19e siècle, non pas au 20, mais au 21e siècle. Regardez, suivez-moi. Très discrètement, regardez bien, il y a juste une petite pancarte. Un endroit étonnant, vous allez voir. Allez, visite guidée, suivez-moi. Voilà ce que c'est que le CNO. Vous voyez que c'est une structure qui n'est pas tellement adaptée à sa fonction, qui a été en quelque sorte aménagée au deuxième étage. Vous voyez, là, on trouve la grande verrière de la gare Saint-Lazare. Ce n'est que provisoire. Le CNO a été inauguré le 15 décembre 1999 pour répondre à un besoin qui était de, en quelque sorte, superviser, centraliser toutes les informations sur l'ensemble du réseau de la SNCF. Vous savez que la SNCF, historiquement, était découpée en régions et que chaque région était maître à bord, gérait son trafic. Or, en fait, avec, disons, l'apparition du TGV, où on passe d'une région à une autre, il fallait regrouper toutes ces informations de façon à avoir une vue globale. Disons que la meilleure image que je puis vous donner, eh bien, c'est que ici, au lieu d'être en hauteur, on est en longueur. C'est en quelque sorte la tour de contrôle de la SNCF. Donc voilà la raison d'être de ce CNO que je vais vous faire découvrir. Le CNO aussi a un autre rôle. Outre de superviser l'ensemble du trafic, il a aussi un rôle qui est de gérer les incidents. Parce que malheureusement, vous l'avez vu dans l'actualité, il y a des incidents. Donc il faut mettre en place les structures, trouver le matériel, dans les cas graves, organiser les secours. Quand il faut changer de locomotive, en trouver une, trouver un nouveau conducteur. Quand il faut transborder les voyageurs, il faut trouver une nouvelle rame, trouver le conducteur, tracer un sillon, prévoir des autobus, prévoir des hôtels. Et puis, chose importante, vous le verrez dans ce reportage, il faut également informer le public. Donc là-bas, tout au fond, il y a une cellule qui est réservée à l'information. Vous le verrez, il y a également une radio téléphonée. Bientôt, on aura peut-être la web TV qui informe le client. Je vais dire le passager, le client. Voilà. C'est ce que nous avons fait découvrir dans ce DVD. Donc, ce DVD est consacré à la gestion du trafic, autrement dit, à l'envers du décor de la SNCF. Donc, dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, j'allais dire de la plume d'oie à l'ordinateur, plutôt de la plume à l'ordinateur. Vous allez voir, c'est une séquence rétro très sympathique qui va vous montrer comment la SNCF, dans les années 50, face à l'augmentation du trafic et puis au développement des nouvelles techniques, est passée, j'oserais dire, de la fiche cartonnée sur laquelle, vous l'avez connu, quand on faisait les réservations, il y avait une petite fiche cartonnée. Il y avait le régulateur qui, avec ça, réglait son crayon, traçait les traits. On est passé à l'ordinateur. Et le premier centre informatique de la SNCF, il était à la gare d'Auteuil, avec l'apparition d'ordinateurs, certains s'en souviennent, les fameux Gamma 60. Et vous allez voir, c'est tout de même très sympa où on travaillait à l'époque en blouse grise. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Un film, donc, et 4 bonus. Premier bonus, le matériel, les nouveaux postes d'aiguillage qu'on appelait les postes à billes, où, vous allez voir, c'est une bille qui, matériellement, en descendant à chaque wagon dans un poste de triage, il y avait une bille, et cette bille, comme dans un flipper, si vous voulez, elle passait de contact en contact et établissait les aiguillages. Le deuxième bonus, à tout seigneur, tout honneur, c'est le CNO, comment ça marche. Autrement dit, vous aurez la visite guidée du CNO. Troisième bonus, la simulation. Et oui, la SNCF utilise les outils de simulation pour simuler les gestions du trafic, mais également pour former le personnel, un peu comme on fait dans l'aéronautique. Et puis enfin, quatrième bonus, un homme à métier, ce sont les nouveaux agents commerciaux. Vous savez, ce qu'on appelait les contrôleurs. Les contrôleurs existent toujours, mais ils ont en plus un rôle, disons, très important de relation directe avec l'usager, avec le client. Ce sont les nouveaux agents commerciaux. Allez, bon voyage et puis surtout, bonne visite du CNO.
Malgré la nostalgie qui s'attache aux choses du passé, nous sommes parfois portés à sourire du chemin de fer de nos grands-parents. Sans doute, les conditions dans lesquelles on voyageait alors nous paraîtraient aujourd'hui bien inconfortables. Aujourd'hui, chaque voyageur profite de la rapidité des convois. Il peut de même apprécier les commodités et le confort qu'ils offrent aussi bien la nuit que le jour. Déjà, en préparant son voyage, il a pu voir fonctionner des machines modernes utilisées pour la distribution des billets. Il a aussi remarqué au passage de mystérieux tableaux de commande interdisant dans les postes d'aiguillage toute manœuvre contraire à la sécurité. Par contre, certaines réalisations empreintes du même esprit de modernisation peuvent échapper aux usagers du chemin de fer. Les voyageurs arrivant à la petite gare d'Auteuil ne se doutent pas que cette station abrite un engin qui se situe à la pointe du progrès dans sa catégorie. C'est en effet dans ce bâtiment, dont l'aspect extérieur reste anonyme, que la SNCF a fait procéder à l'installation d'une puissante machine à calculer électronique. Construite par la compagnie française des machines Bull et appelée Gamma 60, cette machine est destinée à centraliser les opérations de gestion de la SNCF dans des domaines très divers. Pour donner une idée des problèmes qui se posent à elle, rappelons que la SNCF exploite 40 000 km de lignes, convergeant nettement vers Paris, siège de la direction générale. Les organismes de commandement immédiatement inférieurs sont les directions régionales au nombre de 6, dont 5 ont leur siège à Paris, et une, la région de la Méditerranée, à Marseille. Enfin, viennent les arrondissements, au nombre de 40 environ, pour chacun des 3 services spécialisés. Ces arrondissements ont la charge d'un certain nombre d'établissements. Il existe par exemple 6 000 gares environ pour l'ensemble des arrondissements du service de l'exploitation. 350 000 agents sont employés dans les différents établissements, en particulier dans les gares. À la conduite des locomotives, dans les ateliers de réparation, à l'entretien des voies ferrées et des bâtiments. 300 000 wagons sont utilisés pour le transport des marchandises. 14 000 voitures circulent dans les trains de voyageurs. « 7 000 locomotives sont utilisées pour acheminer les trains de voyageurs et de marchandises. L'entretien des matériels nécessite le stockage de 300 000 pièces. En 1961, les trains de la SNCF ont parcouru 400 millions de kilomètres pour assurer un trafic de 59 milliards de tonnes-kilomètres de marchandises et de 34 milliards de voyageurs-kilomètres. L'importance de cette activité nécessite la tenue de fichiers volumineux. Ces fichiers intéressent notamment la gestion du personnel et celle des pièces de magasin destinées à l'entretien du matériel. Bien entendu, il existe d'autres types de fichiers, par exemple celui qui sert à l'attribution des places en location. La formation et la mise en marche des trains de marchandises donnent lieu à la tenue de certains relevés.
Ces opérations provoquent également des communications téléphoniques entre la gare de triage et l'arrondissement, où la prise de décision est matérialisée, là aussi, par la tenue de fiches et par des inscriptions manuelles. Il en est de même dans les gares pour la remise aux destinataires des wagons chargés et la réutilisation de ces wagons après déchargement. Aussi, devant le volume considérable d'informations à traiter, la SNCF s'était-elle tournée dès leur apparition vers des équipements mécanographiques. Dans ces matériels, les données sont introduites sous forme de cartes perforées. Les cartes sont ensuite triées à grande vitesse afin de constituer des lots homogènes pour chaque problème traité. Grâce aux performances de ces matériels, il était déjà possible d'exploiter les informations de base pour la production de résultats massifs. Mais toute variante dans l'exploitation des données nécessite, outre les tris mécaniques, la mise en place de tableaux modifiant les connexions propres à chaque machine. Ces suggestions disparaissent avec les machines utilisant les ressources de l'électronique. Aussi, la SNCF a-t-elle déjà confié depuis plusieurs années certains problèmes à l'une de ces machines. De telles machines sont caractérisées par une partie centrale douée d'une part d'organes de mémoire, c'est-à-dire d'enregistrement des données, et d'autre part d'organes de traitement. Cette partie centrale emmagasine notamment le processus de traitement que l'on appelle le programme. Les données sont reçues par les organes d'entrée. La mémoire emmagasine les informations et effectue les calculs. Elle restitue enfin les résultats à des organes de sortie. Revenons maintenant à Auteuil. Avant de se servir de la machine, il faut étudier le problème posé et élaborer des solutions qui tiennent compte d'abord uniquement d'un processus logique, puis des possibilités particulières de chacun des éléments de l'ensemble électronique. Alors, des spécialistes élaborent la suite des instructions élémentaires à donner à la machine, prévoyant absolument tous les cas susceptibles de se présenter. Ces instructions constituent le programme de travail. On voit qu'une telle machine, loin de se substituer à l'homme, demande au contraire à être guidée pas à pas et ne peut absolument pas faire face à une situation non prévue à l'avance. Ce programme est enregistré généralement sous forme de cartes perforées et introduit dans la machine. Comment est constitué l'ensemble électronique d'Auteuil? On est frappé dès l'abord par la complexité des appareils. Toutefois, un schéma très simplifié peut nous donner une idée de ce qu'est la machine. Les organes sont branchés en parallèle sur deux circuits. Circuit collecteur, circuit distributeur. Ces circuits sont constitués par des faisceaux de câbles où circulent des impulsions électriques. Le cœur de la machine est la mémoire rapide, constituée par un empilement de grilles dont chacune ressemble à un tissu métallique. Chaque croisement de fils dans ce tissu traverse un minuscule anneau qui constitue en définitive la mémoire élémentaire.
Cet anneau ou tore est à l'origine dans un certain état de magnétisation qu'on peut caractériser par un zéro et qui reste le même lorsqu'un seul des fils qui se croisent est parcouru par un courant. Le sens d'aimantation du tore est inversé et prend l'état 1 lorsque les deux fils sont alimentés. Une combinaison de 4 tores superposés permet de représenter un chiffre. Par exemple, 1. Ou encore 9. La combinaison de 6 tores permet de représenter les lettres ou d'autres symboles. C'est le langage binaire interne à la machine. Autre catégorie d'éléments, les organes de traitement comprenant le traducteur, le calculateur arithmétique, le calculateur logique et le comparateur général. L'aspect extérieur des armoires qui les renferment ne permet guère de les distinguer les unes des autres. Leurs circuits internes sont montés à l'aide de cellules élémentaires. Ces cellules comportent des transistors. Et des diodes montés sur des circuits imprimés. Les circuits sont assemblés et montés dans les armoires. Enfin, nous trouvons les organes périphériques. Le lecteur perforateur de cartes qui permet soit d'introduire des cartes contenant sous forme de perforation les informations à exploiter, soit de perforer dans des cartes les résultats élaborés par la machine. Le lecteur perforateur de bande joue un rôle analogue, mais utilise au lieu de cartes un ruban de papier. Le tambour magnétique est un cylindre tournant à grande vitesse. Les informations y sont inscrites par des modifications locales de l'état de magnétisation de sa surface, à l'aide de têtes de lecture qui servent également à prélever les données déjà enregistrées. Les dérouleurs de rubans magnétiques ressemblent à des magnétophones. Ils peuvent stocker et utiliser un grand nombre de données. C'est ainsi qu'on peut enregistrer entièrement le contenu de ce dictionnaire sur un seul ruban, sa lecture ne demandant pas plus de 6 minutes 20 secondes. 6 rubans permettent de stocker autant d'informations qu'une masse de papier considérable d'un poids de 1500 kg. Ce stockage permet en outre d'éviter certains inconvénients. Les imprimantes sont des appareils qui, ainsi que leur nom l'indique, permettent de reproduire les chiffres, lettres et symboles courants pour la production des résultats. Enfin, il existe un organe de liaison directe entre l'opérateur et la machine, le pupitre. Ici, l'opérateur donne à la machine l'ordre de rebobiner un ruban. La machine exécute l'ordre et répond à l'opérateur. L'opérateur lance un nouvel ordre et la machine répond à nouveau. Il existe bien entendu un ensemble d'appareillages auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'engin. L'alimentation en courant électrique est stabilisée par des groupes convertisseurs.
Des groupes diesel de secours assurent la fourniture de courant en cas de panne. Il faut aussi des installations de réfrigération et de réchauffement pour assurer la fourniture d'un air conditionné en température. Un degré constant d'humidité est donné par une installation complémentaire automatique. Maintenant, voyons sur un cas très simple comment fonctionne l'ensemble électronique. Supposons que des cartes perforées soient lues. Les informations qu'elles contiennent sont adressées à la mémoire rapide. Celle-ci les assimile et les envoie au traducteur, qui assure la transformation du code des données de la carte perforée en code propre à la machine. Les données sont ensuite acheminées par la mémoire rapide vers un élément de traitement. Par exemple, le calculateur arithmétique, qui effectue certaines opérations et en adresse les résultats à la mémoire rapide. Celle-ci assure leur acheminement vers le traducteur, qui assure une nouvelle fois le transcodage des informations pour réaliser, par exemple, l'impression des résultats. Ceci donne une idée très incomplète du fonctionnement de la machine. En réalité, plusieurs organes peuvent travailler simultanément, les impulsions électriques en circulation entre les différentes unités étant aiguillées sans erreur ni confusion possible. Il en résulte une très grande souplesse d'utilisation. Une partie de la machine peut fort bien effectuer un travail comptable, pendant qu'une autre calcule, par exemple, les dimensions d'un pont. Bien entendu, dans la réalité, tout ceci se passe très vite. Les impulsions circulent dans les circuits à la vitesse de la lumière. Les calculs qu'elle commande sont effectués en des temps qui se mesurent en millièmes et même en millionièmes de seconde. Voici maintenant comment s'inscrit l'ensemble électronique de gestion, ou EEG, dans la chaîne générale du traitement des informations. À la base sont les établissements des trois grands services. Exploitation, EX. Matériel et traction, MT. Voies et bâtiments, VB. Ces établissements envoient en règle générale leurs informations vers un centre mécanographique interarrondissement, CMIA. Ce centre est placé au niveau de l'arrondissement. Il est équipé de matériel mécanographique classique, perforation, tri, tabulation. Les attributions du CMIA sont variées. Elles intéressent notamment le trafic marchandises, le trafic voyageurs, la gestion du personnel, la gestion des stocks. Les informations subissent un premier traitement au cours duquel les cartes sont triées. Les résultats comptables ou statistiques sont imprimés
et adressé par chaque centre à l'arrondissement pour lui permettre d'exercer son commandement. Parallèlement, chaque centre transmet des informations élaborées vers l'ensemble électronique qui va ainsi pouvoir exploiter des données parvenues de tout le territoire. Dans certains cas, l'établissement adresse directement à l'ensemble électronique les informations entrées en mécanographie à son niveau. Les données de base de l'établissement peuvent en effet être perforées sur place, la bande ainsi élaborée étant exploitée par l'EEG. Les informations sont normalement transmises à l'EEG par train de nuit, le recours au réseau des téléscripteurs étant réservé aux transmissions urgentes. Prenons le cas d'un traitement dans lequel les informations parviennent à l'EEG sous forme de carte. Ces cartes sont mises en place dans des tiroirs de classement. Au moment de leur traitement, les cartes sont chargées dans des lecteurs perforateurs qui, rappelons-le, vont permettre à la machine d'exploiter les données matérialisées par des perforations. En même temps, on va chercher les fichiers de gestion enregistrés sur ruban magnétique. Le local contenant ces rubans est spécialement aménagé pour assurer leur conservation. La mise en place des bobines s'effectue sans interrompre le travail en cours. Il y a, dans ce cas, simultanéité des traitements. Les résultats des calculs effectués sont imprimés. La mise en page peut être réalisée sous une forme aussi complexe que le document à fournir l'exige. Il est même possible à une même machine d'imprimer deux documents différents à des vitesses différentes. Les documents établis sont alors façonnés et conditionnés. Découpés aux dimensions requises, ils sont ensuite mis en paquet et expédiés vers les services utilisateurs. L'EEG adresse des documents aux organismes dépendants de la direction générale, à chacune des directions régionales. Pour certains travaux tels que la confection des bulletins de paie, les imprimés peuvent être adressés directement aux arrondissements. Ainsi, l'EEG constitue l'organe central de la chaîne de traitement de l'information. En raison de ses énormes capacités en rapidité et en puissance, il est à même de traiter tous les travaux administratifs à caractère massif de la SNCF.
Ces immenses possibilités dans ce domaine ont été démontrées par le traitement de la solde du personnel, effectué pour 350 000 agents en quelques dizaines d'heures seulement, ce qui constitue la première application de ce genre et de ce volume qui ait été réalisée dans le monde entier. Précisons que les autres applications de ce type intéressent les domaines les plus divers de la gestion courante des grandes entreprises. Règlement des prestations de la sécurité sociale, mandatement des pensions, comptabilité main-d'œuvre et matière, comptabilité générale, statistiques de tous ordres. Par ailleurs, utilisant pleinement les possibilités originales des calculatrices électroniques modernes et non plus seulement leur capacité en volume de traitement, l'EEG sera appelé dans l'avenir à intervenir dans l'exploitation courante du réseau. L'EEG permet en effet la mise en œuvre de procédés complexes de programmation qu'exigent les applications de gestion scientifique, ainsi que les études théoriques poussées, faisant éventuellement appel aux méthodes de la recherche opérationnelle. Signalons à titre d'exemple parmi ces applications la gestion des stocks et les problèmes de mouvement, tels que l'utilisation du matériel roulant, la répartition des wagons vides, l'organisation du plan général de transport, les études de débit des lignes. Ainsi, dans tous les domaines, grâce aux nouvelles techniques du traitement de l'information, la SNCF reste-t-elle une entreprise résolument ouverte aux idées de progrès. Les gares de triage sont les nœuds de voies ferrées où se rassemblent et où se séparent les courants du trafic. De leur équipement dépendent largement la durée et les prix de transport. Aussi s'efforce-t-on constamment d'améliorer la technique des triages. Dès qu'un train de marchandises arrive sur le faisceau de réception, la machine qui l'a remorqué est dételée et renvoyée vers le dépôt. Un agent identifie ensuite chaque wagon suivant la destination qui doit lui être donnée et inscrit à la craie le numéro de la voie de triage sur laquelle ce wagon doit être dirigé. Voici le schéma d'un triage. Les wagons, lancés au moyen de la butte de gravité, vont se ranger sur les voies correspondant à leur destination. Lorsque leur nombre est suffisant, un train est formé. Chaque wagon sera ensuite acheminé vers son lieu de destination, situé sur la ligne desservie. Voyons maintenant comment les choses se passent dans la pratique. Une locomotive de manœuvre pousse doucement devant elle les wagons du train à débrancher. Ces derniers descendent de la butte et se séparent grâce à la gravité, à moins que leurs attelages aient été maintenus intentionnellement. C'est le cas de ces trois wagons qui, ayant la même destination, n'ont pas été débranchés. Les wagons se dirigent vers leurs voies respectives et, lorsque, après avoir perdu de leur vitesse, ils arrivent près des wagons qui les ont précédés, ils sont arrêtés au moyen d'un sabot cale qu'un agent dispose sur le rail. Il faut faire passer le plus de wagons possible à la minute, tout en assurant l'espacement permettant la manœuvre des aiguilles dans leur intervalle. Pour cela, on emploie des moteurs d'aiguilles qui assurent une manœuvre quasi instantanée des aiguillages. La première idée qui vient à l'esprit est de tout commander au moyen de manettes, chacune d'elles agissant sur une aiguille. La difficulté est d'opérer à bon escient afin de ne pas manœuvrer les aiguilles trop tôt ou trop tard. Avec un débit rapide, cette manière de procéder deviendrait impraticable. Il faudrait au moins que chaque wagon soit suivi par un agent actionnant les manettes au fur et à mesure de son avance. La SNCF emploie, pour effectuer ses commandes avec rapidité, un appareil automatique qui repose sur l'emploi de billes d'acier dont chacune remplit l'office d'un aiguilleur chargé de piloter un wagon. À chaque voie de destination correspond un numéro de tube. Les billes cheminent dans ces tubes sous l'action de relais électriques commandés eux-mêmes par la progression des wagons. Le schéma montre le principe de cet asservissement. Le wagon coupe d'abord un rayon lumineux en haut à droite sur le schéma,
puis établit la connexion entre les rails des zones isolées entre lesquelles les voies sont divisées. À chaque stade, la bille asservie descend d'un étage, à moins que la zone isolée qui est en avant du wagon reste occupée par le wagon précédent. Près de la butte de gravité se tient un agent chargé d'examiner les wagons au fur et à mesure de leur passage. Cet agent appuie sur des boutons poussoirs placés devant lui sur un tableau, suivant les indications portées sur chaque wagon. Ce geste fait apparaître des indications lumineuses à l'intérieur du poste. Après le wagon pour la voie 19, c'est le wagon destiné à la voie 24. Ce même geste libère des billes qui viennent tomber par le jeu d'organes électriques dans les tubes 19 et 24. Suivons maintenant sur un schéma la marche d'un wagon et de sa bille. Une bille est introduite dans le tube correspondant. Elle donne un contact figuré à droite en pointillé qui, par un circuit, agit sur une barre en coche à l'étage supérieur. Cette barre empêche ainsi les autres billes de descendre au même niveau. Un rayon lumineux traverse la voie en avant de la première aiguille. Ce rayon, émis par une lampe placée sur un potelet, vient tomber sur une cellule photoélectrique placée également sur un potelet. Lorsque le wagon s'approche de la première aiguille, son tampon avant vient couper le rayon lumineux, ce qui a pour effet de déclencher un relais. Ce relais caractérisera par sa position l'absence ou la présence d'un wagon à un point bien déterminé. La bille reposait sur un trébuchet. Celui-ci fait un aller-retour quand le rayon est occulté. Cette bille descend d'un étage, celles qui sont situées plus haut sont libérées successivement et descendent chacune d'un étage en conservant leur ordre. Plus bas, les trébuchets, actionnés par les relais des zones isolées, éclusent les diverses billes, chacune dans son tube. En même temps qu'un trébuchet oscille, le courant est lancé dans le moteur d'aiguille vers laquelle arrive le wagon si cette aiguille n'est pas déjà en bonne position. Les conditions de roulement des wagons n'étant pas identiques, il arrive, exceptionnellement d'ailleurs, qu'un wagon se rapproche trop du wagon précédent. Un aiguilleur s'abstiendrait alors de toucher à l'aiguille où se produit le rattrapage. Voici un wagon 16 qui se présente normalement. La bille progresse quand la zone amont est occupée par ce wagon, la zone aval étant libre. Mais un wagon 17 le rattrape. Il pénétrera sur la zone aval avant que le wagon 16 l'ait quitté. À aucun moment, par conséquent, la bille 17 ne peut progresser et commander l'aiguille. Le wagon 17 ne peut que suivre la même voie que le wagon précédent. C'est là un incident inévitable. L'essentiel est qu'il n'ait aucune conséquence ultérieure. Pour cela, la bille abandonnée que l'on voit dans le coin de gauche va être, avant de pouvoir agir malencontreusement, éliminée dès qu'un autre wagon, quel qu'il soit, se présente. On voit qu'ensuite tout fonctionne normalement, l'incident est oublié. L'appareil automatique a donc toutes les qualités de discernement qu'on est en droit d'attendre d'un cerveau parfaitement conditionné. Pour maintenir un intervalle correct entre les wagons, on utilise des appareils ralentisseurs, manœuvrés à distance, que l'on appelle freins de voie. Ces freins sont constitués par des mâchoires qui serrent les roues à leur passage, la pression de serrage s'opérant en fonction du poids du wagon. Un agent observe de son poste le mouvement des wagons et dose l'action des mâchoires en agissant sur ses leviers comme un automobiliste opère avec la pédale de son frein. La pression hydraulique varie instantanément dans les canalisations et permet à l'agent de régler l'action du freinage. Un seul homme suffit donc à régler la marche des wagons pendant qu'ils se dispersent sur l'éventail des voies de triage. Mais quelle que soit la régularité d'un appareil automatique, il faut tenir compte de l'incident imprévisible. Aussi, on a doté le poste central du triage d'un appareil manuel. L'agent qui manœuvre les freins de voie et derrière lequel les billes font leur métier peut, en cas d'incident, modifier la position des aiguilles qui a été tracée par le meuble automatique. En résumé, les wagons sont poussés au sommet de la butte, prennent de la vitesse en descendant, franchissent le rayon lumineux, sont ralentis à leur passage dans le frein de voie, sont répartis sous l'action des billes sur les diverses voies, où on les arrête définitivement. Grâce à l'instantanéité des organes et à leur automaticité,
On trie couramment 2000 wagons par jour sans rencontrer de difficultés et dans des conditions de travail bien plus satisfaisantes qu'avec les installations anciennes. C'est en France que les premières gares de triage vraiment modernes furent réalisées grâce à un grand ingénieur français, et cela dès avant la Première Guerre mondiale. Tous les appareils que vous venez de voir sont aussi de conception et de réalisation française. Hervé, le CNO, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et combien de personnes? Alors c'est 25 personnes environ qui sont là, effectivement, 24 heures 24, 7 jours sur 7. On est au courant de tout. Et c'est nous qui avons la surveillance de l'ensemble du réseau et on doit être avisé en temps réel de tout ce qui s'y passe. Et nous avons un certain nombre de moyens qui nous permettent, nous, d'avoir cette vision. Alors le premier poste, c'est le grand patron, je dirais, du plateau aujourd'hui au CNO. C'est lui qui supervise l'ensemble de la production sur le réseau ferré national. Il a un certain nombre d'outils. Par exemple, vous avez ici des graphiques qui permettent de suivre en temps réel la circulation des trains. Vous avez l'exemple d'une ligne qui va de Paris, gare de Lyon, jusqu'à Marseille, la LGV. Et là, vous avez en temps réel la circulation de tous les trains, avec au bout du numéro du train, le retard, si jamais il y a un retard qui est constaté. Donc là, vous avez toutes les lignes, notamment toutes les lignes TGV. Là, on peut prendre à la fois toutes les lignes TGV, mais aussi des lignes classiques. On choisit l'image qu'on souhaite en fonction de ce qu'on veut pouvoir suivre. Il y a des assistants, puisque forcément c'est très lourd à gérer. Et donc ensuite, le territoire, lui, pour avoir une surveillance plus fine, est découpé en secteurs. Il y a 3 secteurs sur l'ensemble de la France. Là, vous avez le secteur qui gère tout ce qui est la part Méditerranée. Donc on descend jusqu'à Marseille. Et le rôle spécifique de cet agent, qu'on appelle un coordonnateur d'axe, c'est de surveiller en temps réel l'ordonnancement de la circulation sur tout le secteur, y compris la ligne classique, pas que la LGV. Mais c'est ce qu'on appelle anciennement un régulateur. C'est anciennement ce qu'on appelait un régulateur. Donc il suit la marche des trains et il doit aviser, prendre des mesures en cas de malfonctionnement, d'incident. Il vérifie que tout fonctionne bien et en cas de difficulté sur le réseau, c'est lui qui propose des solutions, soit détourner un train, le faire passer par un autre itinéraire, soit retenir un train, soit garer un train, enfin le métier du régulateur tel qu'on l'a connu il y a quelques années. À côté de chacun de ces coordonnateurs d'axe, on retrouve une composante qui fait partie de l'entreprise ferroviaire transporteur, et là qui est plus spécialement chargée de suivi de la clientèle, prendre en charge la clientèle quand il y a des retards, aviser la clientèle s'il y a un incident, et puis toutes les problématiques qu'on peut connaître quand on est dans un voyage au jour d'aujourd'hui et qu'il y a un petit avatar qui survient. Cette information est relayée par un certain nombre de personnes qui ont tous en charge des produits différents, puisqu'il faut à la fois avoir la relation avec les gares, il faut avoir la relation avec les agents de train, et il faut aussi avoir la relation avec les clients qui ne sont pas forcément encore arrivés à la gare. Voilà, là ici vous avez la radio qui, elle, en temps réel, diffuse des flashs, et ce qui permet à n'importe quelle personne de pouvoir suivre, comme nous on le fait ici, la circulation des trains et de pouvoir se renseigner si elle a à prendre son train, s'il est en retard, s'il est à l'heure, et quelles sont les difficultés de circulation sur le réseau. Nous aurons fait un point sur l'état du trafic à 17h et noté cette particularité pour cette nuit, c'est-à-dire la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril. Le Corail Lunéa 5770, Vintimille 19h32, Paris-Austerlitz 7h46, ainsi que le Corail Lunéa 5790, Briançon 20h30, Paris-Austerlitz 6h46, arriveront exceptionnellement demain matin en gare de Paris-Bercy. Et puis n'oubliez pas la touche dièse, rapide et pratique, elle vous permet de connaître en temps réel le retard éventuel de votre train. On se retrouve dès 17h30 pour d'autres informations sur l'état du trafic. J'imagine que vous pensez au développement futur. Il y a la radio téléphonée, vous allez aller vers la télé, le web TV, j'imagine. Hein, vous y pensez? On a à la fois ça, on a aussi une autre technologie qui est beaucoup utilisée pour nos abonnés, c'est le SMS, enfin c'est tous ces moyens modernes qui nous permettent d'aviser en temps réel et de prévenir l'incident.
il y a également l'information du client, de l'usager, mais il y a l'information également de vos agents. C'est-à-dire, nous, tous dans un train, on s'est trouvé d'un TGV en panne, le contrôleur, on le voyait, souffrait terriblement pour accéder à l'information. C'est pour ça qu'au sein du CNO aujourd'hui, on a une plateforme spécifique sur le sujet. On y va? Tout à fait. Donc là aujourd'hui, on a donc mis en place deux plateaux. Un plateau qui est en relation directe avec les agents de train pour les tenir informés en temps réel et pour les aider à prendre des décisions en cas de retard. Et vous avez le même système avec un plateau qui, là, est en relation avec les gares, ce qu'on appelle les escales aujourd'hui. Ben, pour eux, c'est la mission impossible. Enfin, je veux dire, c'est la patate chaude. Vous gérez les incidents le mieux que vous pouvez, et bien après, vous dites, démerdez-vous, les gars, pour... Alors après, il faut gérer l'incident et derrière, après, il faut informer les gens. Mais tous les mauvais coups, c'est eux qui les prennent, les engueulades, c'est eux qui les prennent. Je dirais que... Ah non, eux ne les prennent pas, puisqu'ils parlent à leurs collègues. C'est peut-être leurs collègues qui sont en contact direct avec les clients. On vient de voir, Hervé, on vient de voir le visite rapide du CNO, vous avez mis un peu l'eau à la bouche. Bon, mais ce CNO va évoluer, je crois que vous allez quitter ces locaux, vous allez déménager. Tout à fait, tout à fait. On était rendu dans un espace qui devenait contraint, puisque le besoin se fait sentir de monter en puissance, d'avoir plus de systèmes d'information. Enfin, bon, donc il fallait qu'on trouve des locaux plus grands. Ce qui sera fait d'ici 3 mois, puisqu'on va s'en aller de la gare Saint-Lazare sur la gare de Paris-Est. Dans des locaux qui seront beaucoup plus grands. Ça va dans la logique du développement finalement du ferroviaire, c'est ce qui est en train de se passer actuellement en Europe. La montée en puissance à nouveau du ferroviaire. La montée en puissance du ferroviaire, surtout qu'aujourd'hui, il y aura une ouverture du réseau qui est prévue pour 2012. Donc ça veut dire des entrepreneurs ferroviaires autres que la SNCF, autres que le transporteur historique. Et ces gens-là auront leur place au sein du CNO. Vous allez accueillir donc les Veolia nous avons déjà sur le CNO actuel deux EF autres que les SNCF historiques, que l'entreprise historique qui sont présents. On a ECR et Veolia qui sont ici en permanence. Et ça se passe bien, ces relations amicales, oui, confraternelles. De toute façon, là, on est sur un plateau où on fait de la production, on travaille. Et je dirais que l'appartenance à tel ou tel groupe ne rentre pas en jeu. On travaille tous ensemble. Un an après sa mise en service, la ligne E du RER est un succès commercial. Une réussite qui ne doit rien au hasard. Pendant des mois, la région de Paris-Est s'y est préparée, grâce aux simulations. Avant même sa construction, la représentation virtuelle d'une gare a permis de valider avec des clients les principes de signalétique. Je tourne légèrement vers la gauche. Les conducteurs, grâce au simulateur Simba, ont pu se familiariser avec les spécificités du parcours. Tu feras un arrêt à Noisy-le-Sec et ensuite direct, première gare souterraine, Magenta. Dans la mise en place des halls, le problème qui s'est posé à Paris-Est, ça a été un problème de formation des aiguilleurs, puisqu'en fait, leur outil de travail était modifié et le plan de voie également. Ce qui leur manquait énormément, c'était l'entraînement à leur véritable travail. La première fois que je suis arrivé ici, j'étais vraiment submergé par la tâche, parce que je me suis dit, j'arriverais pas à gérer tout ça. On a été en formation à Noisy-le-Sec pendant 2-3 jours. Ensuite, on est venu ici. C'était pas encore ouvert, mais il y avait un système informatique qui prenait en charge en fait les trains, comme si les trains étaient en circulation. Il y avait un poste à côté. En fait, c'était le cerveau. Il introduisait des trains dans le système, et puis nous, on devait gérer la circulation des trains. La simulation, en fait, ça nous retire le stress du problème quand ça se passe en situation réelle, quoi. On a déjà les réflexes qu'on a acquis pendant la formation fictive. Donc là, on est un peu plus, on est moins stressé.
La simulation, ce ne sont pas uniquement des technologies de formation nouvelles, ce sont aussi des démarches qui sont mises en œuvre aujourd'hui par des personnes qui se réclament, je dirais, de la conduite du changement, c'est-à-dire de l'association des hommes dans tout nouveau changement, tout nouveau projet d'organisation. Il est très important de pouvoir intégrer très tôt en amont, dès les études préalables même, les hommes dans ce processus, qui puissent valider au travers justement de maquettes ou au travers de simulateurs, et ensuite qu'on puisse faire en grandeur nature des exercices de simulation sur des situations qui sont normales, ou on appelle ça nominales, ou aussi sur des situations perturbées. C'est d'ailleurs ce que l'on a fait dans le cadre des halls, puisqu'il y a eu plusieurs exercices importants de simulation qui donc regroupaient des centaines de clients et d'agents et qui ont pu permettre de tester des situations perturbées du style une rame arrêtée dans le tunnel par exemple ou des exercices d'incendie. Maître Lazare, je vous confirme la bonne application des mesures de sécurité prévues au scénario numéro 1. Vous pouvez lancer la procédure d'évacuation. L'enjeu de la simulation est donc clair. En anticipant, elle prépare les hommes pour rendre le travail plus efficace, plus fiable, avec une qualité de service accrue. Bonjour, je suis Joël, je suis ASCT à Paris-Gare de Lyon et je vais prendre mon service à 6h27. Voilà, ma journée de travail commence là. Ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis prête. À accueillir le client sur le quai. Bonjour. Voiture 7 et voiture Un tout 6. petit peu plus loin. Vous attendre ? Oui, on partira pas sans vous, c'est promis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le départ du TGV est imminent. Prenez garde à la fermeture automatique des portières. Attention au départ. Ladies and gentlemen, the train is about to leave the station. Please be careful of the closing doors. Voilà, nous sommes sur le point de partir. C'est bon les portes? Eh bien, a priori, tout est bon pour les portes. Ouais, mais elle verra ça avec le contrôle. Voilà. C'est bon? C'est bon. Allez, départ. C'est bon. Et puis bonne route. Merci. Alors moi, ce qui me plaît en fait énormément dans ce travail, c'est le côté relationnel avec le client. Et en fait, chaque jour est un nouveau jour. C'est-à-dire que le client est différent d'un train à l'autre. Bonjour, je m'appelle Olivier Morancy. Je suis ASCT à l'UO3 à Mantes-la-Jolie, c'est-à-dire contrôleur dans les trains. Et là, je vais signer ma prise de service et rejoindre mon équipe. Alors voilà, là c'est la CPST, c'est pour la prise de service. Alors, donc là, en face de nos noms, on signe. Comme quoi on est bien présent à la prise de service. Ok, tous les 4 sont présents, on peut aller sur le train. Allez. Je crois que j'ai choisi ce métier pour le contact. C'est vrai que si on n'aime pas le contact avec les êtres humains, il ne faut pas faire ce métier. Parce qu'on est souvent très proche d'eux, même très proche, quand ça se passe bien et même quand ça se passe mal. Donc faut quand même aimer les gens. Ouais. On y va? On va peut-être passer en bas. Messieurs, dames, bonjour. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Elle est nouvelle? D'accord. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? D'accord. Ah. Très bien. Merci. Bonjour, je m'appelle Lionel, je suis ASCT, contrôleur dans les trains. J'ai pris mon repos ici à Amiens et puis je suis là depuis hier soir 23h30. Là, je commence à 10h du matin. Aujourd'hui, je fais un aller-retour à Beuville sur rame TER. Avant le départ, nous allons faire une reconnaissance de rame par l'intérieur et nous allons en profiter pour ouvrir les toilettes. Alors voilà notre conducteur qui va nous emmener si gentiment. Bonjour. Bonjour, ça va? Voilà, alors on va à Beuville avec toi. C'est bien. Bien. Voilà. Bon bah là, nous avons un petit problème de siège.
essayer de remédier rapidement. Une porte, là, c'est dangereux pour les voyageurs. Si un train passe, nous sommes là justement pour délivrer des horaires, bien sûr, délivrer des billets à certaines personnes. Nous sommes là aussi pour le confort des voyageurs, pour leur bien-être, pour la tranquillité du voyage. Ladies and gentlemen, good morning and welcome on board the TGV train number 971 running to Geneva. Voilà, c'est parti pour la ronde de sécurisation qui consiste en fait à vérifier certaines choses pour le confort des voyageurs. À savoir que les toilettes soient bien ouvertes. Vous avez une question? Oui. Donnez-moi votre billet, je vais le faire tout de suite. Vous faites bien de nous le signaler. On est là pour ça et on fait un petit peu cette ronde pour justement qui a fonctionné. Voilà. Je vous remercie de l'avoir mentionné. Merci beaucoup. Alors là, je m'assure que le chauffage fonctionne bien, que la ventilation fonctionne bien. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Ça va? Parfait. Ça va, d'accord. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Vous étiez en réservation. Alors, êtes-vous fumeur? Oui. Avez-vous essayé de regarder si vous trouvez de la place en fumeur? Non? Vous êtes bien là? Sinon, je peux m'assurer. Sinon, je peux regarder si vous avez de la place. Hein? C'est sûr? Là, j'ai de la place en fait. D'accord, bah écoutez, c'est comme bon vous semble. Très bien. Merci. De rien, monsieur. La priorité, c'est quand même la sécurité et le bon déroulement et le confort du voyage du client. Si ça fonctionnait, j'aurais pas payé le 120 francs. Franchement, je suis pas conne encore. Non, non, mais attendez. Je dis pas que je dis n'importe quoi. Non, non, mais attendez, j'ai votre version, j'ai la version de la gare, j'ai deux versions là. La difficulté du métier, je dirais que c'est parfois de se faire entendre dans lorsqu'il y a un problème de vulgarisation comme ça vient de se passer là, avec la personne qui a déclaré que le composteur ne marchait pas. Bon, le collègue a téléphoné à la gare et en fait il marche, donc c'est assez difficile d'avoir, je dirais, une autorité avec le client. Si je les devais, je les devais. Vous allez voir, Mais bon, avec l'expérience, ça finit par marcher. La preuve. Pour la clientèle, on représente la SNCF. La SNCF, c'est nous, c'est pas cloisonné. Pour eux, c'est le contrôleur, c'est la SNCF. Donc toute leur rancœur se décharge sur nous. Il n'y a pas que des rencontres négatives, hein. Il y a aussi de bonnes discussions. Parfois, on rigole bien. Heureusement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du train régional numéro 78017 à destination d'Abbeville. Le contrôleur est un agent assermenté et bien sûr son casier judiciaire est vierge. Cela lui permet de demander l'identité d'un voyageur et éventuellement de le verbaliser. D'autre part, le contrôleur a une tâche de sécurité à bord de son train. Il est responsable de son train, responsable des voyageurs transportés. Bonjour. Ça va? C'est le chef de service. C'est l'agent qui va me donner l'autorisation de départ et moi je vais la transmettre au conducteur. Donc là je ferme les portes. La sonnerie retentit pour prévenir les voyageurs. Les portes sont fermées, donc je donne le départ au conducteur. Merci. Merci. Bonjour. Abbeville. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Mademoiselle. Merci. Oui, Paris E. Merci. Oui, bien sûr. Alors pour Lyon, vous aurez un train à 9h du matin, au départ de la gare de Lyon, et vous arrivez à 11h04
À Lyon. C'est le nouvel ordinateur qui va être à la disposition des contrôleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vérification des titres de transport, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je vous remercie. Bon voyage. Monsieur, bonjour. Bon appétit. Je vous remercie. Bonjour, madame. Bonjour. Je vois que vous avez gardé votre manteau. Vous avez... Ah, d'accord, je pensais que vous aviez froid. D'accord, excusez-moi. Si jamais, je préfère vous demander. Merci. All right, so I'm going to tell you something because you didn't work right. I validated the reservation enough. Oh no, you did perfect for the reservation. It's more for the pass. Okay, so I'm just going to write, you start today, right? This is the first day. Okay, great. Have a good time. You're welcome. Moi, je pense que, en grande ligne, sur les TGV, le client est il est heureux de voir un contrôleur qui fait son travail, qui le fait bien, mais qui ne le fait pas en arrivant d'une façon monotone, blasée. Non, quelqu'un qui a le sourire et qui fait les choses, qui annonce les choses gentiment, calmement, a beaucoup plus de facilité, à mon avis, à pouvoir régulariser une situation même conflictuelle. Rebonjour. Alors, je vais vous demander une petite pièce d'identité pour vérifier votre âge. Vous aussi. Oups là. Vous savez pourquoi? Parce que depuis le temps, vous auriez dû mettre une photo. Pas aujourd'hui. Bah, c'est pas grave. Voilà. Non, mais à chaque fois, on va vous demander systématiquement votre pièce d'identité. C'est bon. Tenez. J'ai vu, merci. Merci beaucoup. Il est sûr qu'on a des horaires décalés et qu'on est à même de travailler les jours fériés, les nuits, les week-ends. Donc ça, c'est une contrainte qu'il faut savoir accepter, mais qu'il faut savoir gérer, sachant qu'à côté, bien sûr, nous avons des jours de récupération. Moi, ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre et de pouvoir en fait faire des tas d'activités en dehors de la SNCF. C'est vrai. J'ai commencé là. Ben, je vais à l'autre bout. Bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît. Merci. D'accord, merci. Là, je vais je vais faire une annonce, donc, parce que la situation étant perturbée, je crois qu'il serait bien d'informer la clientèle. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La situation des trains étant perturbée suite à une rupture de caténaire entre les gares d'Asnières et Bécon-les-Bruyères, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Merci. En contrôle banlieue, on fait des matinées ou alors des soirées. Des soirées, bon, jusqu'à... des soirées, enfin plutôt des après-midi, je vais dire. Donc c'est vrai que ça laisse pas mal de temps libre. Quand on est de matinée, bon, ça nous laisse l'après-midi. Voilà, donc c'est les écritures de la journée qu'on remet à la boîte. On est l'équipe 4, donc on est repos vendredi, samedi. Les programmes sont montés mois par mois. Et puis donc on rattaque dimanche après-midi à 13h35 sur Poissy. Alors au niveau de ma formation, en fait la formation se fait en deux temps, quoi. Un côté pratique où effectivement il y a la théorie en cours et un côté en fait donc sur le terrain en alternance avec les cours, c'est-à-dire que 2 semaines ou un mois en alternance en fait avec une évolution sur les trains. Alors au niveau des évolutions de carrière, elles sont multiples au sein de la SNCF. Je peux éventuellement, si j'envisage de changer de métier, passer en fait des examens internes à la SNCF qui me permettront de devenir maîtrise. Donc certains agents le font, d'autres ne le font pas, sachant quand même qu'il y a un déroulement de carrière à la SNCF qui permet à un contrôleur de devenir moniteur en fin de carrière. Et bien voilà, le train vient d'arriver à destination et je suis donc à Bellecarde jusqu'à demain matin. Maintenant, je vais aller chercher ma clé pour prendre mon repos dans cette résidence jusqu'à demain matin où j'assurerai un des premiers TGV.
Voilà, donc dans chaque gare, en fait, quand on est repos hors résidence, on a un foyer à la disposition des agents roulants pour y dormir et pour y vivre quelques heures.